Dans son traité d'architecture, qui date du 1er siècle avant notre ère, Vitruve fait remonter l'origine de l'architecture et du langage à la même source, la sociabilité de l'homme. Il explique à ses lecteurs qu'il y avait une époque où les hommes et les femmes vivaient comme les animaux. Ils habitaient des cavernes, des arbres, des trous dans le sol, et comme certains animaux, ils restaient pour la plupart isolés les uns des autres. Ceci jusqu'au jour où, pendant un orage, un éclair alluma un feu autour duquel, après un moment de frayeur, ces hommes et ces femmes se réunirent enfin. Et une fois réunis, ils commencèrent à parler, d'où le langage. Et une fois qu'ils eurent commencé à parler, ils commencèrent à bâtir, d'où l'architecture. C'est une histoire que j'aime beaucoup et que je raconte souvent à mes étudiants, bien qu'il y a peu de chances que ça soit vraiment passé comme ça. Mais dans sa nature de mythe fondateur, cette histoire capte deux aspects essentiels de l'architecture. En premier, il s'agit d'une activité collective. En deuxième lieu, l'architecture, et donc son histoire, n'est pas une affaire de pierre, des formes ou des styles. C'est avant tout une affaire d'hommes et de femmes, de la manière dont ils conçoivent d'être ensemble et dont ils façonnent leur environnement. Donc je pars de très loin pour en arriver à l'esprit avec lequel je regardais et étudiais le Luxembourg, et aussi avec lequel j'essaierai de vous les présenter ce soir. Non pas pour tracer seulement l'histoire d'un objet, même si cet objet est bien au centre de mon récit, mais pour raconter l'histoire des idées et des attentes de ceux qui, pendant une vingtaine d'années, au tout début de ce qu'on appelle le grand siècle, ont investi moyens et talents dans la réalisation d'un désir spécifiquement humain qui a pris la forme de ce palais. Le Luxembourg est un lieu chargé de significations dans l'histoire de Paris, dans l'histoire de l'architecture du XVIIe siècle et bien évidemment dans l'histoire politique de la France. Ce qui est aujourd'hui le siège du Sénat a été conçu dès le début comme un centre du pouvoir. C'était la résidence choisie par la régente de France, le lieu où se réunissaient les conseils privés du roi et les théâtres de luttes de pouvoir qui ont incendié le règne de Louis XIII, avec Marie de Médicis et Richelieu pour protagonistes principaux. Le jardin, que s'approprient aujourd'hui les enfants avec les bateaux à voile et leurs ponies, aussi bien que les étudiants, les touristes et autres flâneurs, était déjà au XVIIe siècle un lieu ouvert au public, où on allait se promener pour voir et se faire voir, ou, comme le dit La Bruyère, pour se désapprouver les uns les autres. La fermeture temporaire de ce jardin, entre 1715 et 1719, à l'époque où la résidence était la propriété de la duchesse de Berry, suscita les protestations véhémentes des Parisiens qui, dans un nombre de libelles anonymes, couvrirent la duchesse d'insultes et d'obscénités visant notamment la légèreté de ses mœurs. Cette réaction atteste le rôle de ce qui était à l'époque le plus grand espace ouvert de la rive gauche, le plus grand jardin de la capitale, mais aussi un moteur économique du quartier. Ainsi, Saint-Simon écrit que sa fermeture, je cite, « affligea les quartiers Saint-Germain en faisant diminuer les prix des louages des maisons ». Enfin, pour ce qui est de l'histoire des arts, le Luxembourg fut une véritable icône de son temps. Dessiné par Salomon de Brosse et Jacques Lemercier, les architectes fondateurs de ce qu'on appelle le classicisme français, décoré par les plus grands peintres, Philippe de Champagne, Simon Vouet et bien évidemment Pierre-Paul Rubens, le Luxembourg fit l'admiration de ses contemporains. Le Bernin, qui le visita à plusieurs reprises pendant son séjour parisien en 1665, estima qu'il s'agissait, et je cite, de ce qu'il avait vu de plus beau en France. Son opinion était loin d'être isolée. La résidence de Marie de Médicis suscita toujours l'attention des artistes et des connaisseurs. Les guides le signalaient comme un passage obligé dans la capitale, les graveurs en multipliaient les représentations et des amateurs éclairés comme les Barberini, les Medici
ou les ducs de Buckingham, furent fascinés et inspirés par ce palais. Quant aux théoriciens de l'architecture, ils participèrent largement à la diffusion du monument et l'Académie en fit un sujet d'étude. Les artistes l'utilisèrent comme une école où ils copiaient l'œuvre de maître. Et c'est bien ce qu'on voit dans cette image, le dessin d'un architecte anonyme du début du XVIIe siècle qui apprend son métier comme l'apprennent encore aujourd'hui les architectes, par la reproduction. Or, il serait évidemment impossible d'approfondir ce soir toutes ces thématiques. Au cours des 45-50 minutes à peu près prochains, je me limiterai donc à vous en illustrer quelques aspects essentiels. D'abord, la forme du palais du Luxembourg à sa naissance, étant donné que pendant 4 siècles, l'édifice, ses jardins et leur situation dans la ville ont sensiblement évolué. J'examinerai ensuite les caractères architecturaux qui firent le succès du Luxembourg, ainsi que les relations entre le palais et la carrière politique de sa commanditaire. Et enfin, je terminerai par un regard sur le Paris du début du XVIIe siècle. Ici, l'on voit la situation du Luxembourg aujourd'hui à gauche et à droite, celle de 1615, l'année de l'ouverture du chantier de construction, où l'on reconnaît, là, les terrains et les maisons acquises par Marie de Médicis. Ce qui est aujourd'hui un palais urbain, situé dans un quartier central et densément peuplé, était plutôt à l'époque une résidence périurbaine, établie en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, qui entourait la rive gauche, dans un faubourg faiblement peuplé, avec des grands espaces libres et à l'aspect relativement champêtre. En ce qui concerne le jardin, sa taille actuelle est à peu près la même que celle d'origine, mais sa configuration et ses limites ont totalement changé. Sa forme actuelle et son orientation selon l'axe nord-sud qui le relie à l'observatoire du Port-Royal date du début du XIXe siècle. À l'origine, comme on le voit ici à droite, le jardin était orienté sur un axe est-ouest et y voisinait au sud avec la Chartreuse de Paris, détruite à la Révolution. En agrandissant les 2 images précédentes, on s'aperçoit aussi que les annexes du palais, qui se trouvaient dans la grande basse-cour à l'est, c'est-à-dire à votre gauche du palais, ont été démolies. Ces démolitions datent des années 1830-1840, à l'époque où le Sénat passa des 60 à 150 membres et où le palais fut considérablement agrandi par l'ajout d'un 3e couple de pavillons côté jardin que vous voyez ici. On reconnaît ces agrandissements sur le plan du premier étage de cette époque, ici à gauche, où l'on voit la nouvelle salle des séances au centre, la nouvelle bibliothèque donnant sur le jardin et une série de nouveaux bureaux et cabinets tout autour. L'ancien grand escalier du palais, que l'on voit à droite dans un plan de la fin du XVIIe siècle au centre, a été démoli et remplacé par celui d'aujourd'hui, qui est dans l'aile, qui occupe la place de l'ancienne galerie de Marie de Médicis, là où se trouvaient les 24 grandes étoiles de Rubens dédiées à la vie de la reine, que l'on peut admirer aujourd'hui au Louvre. La comparaison des plans montre qu'il reste très peu d'intérieur et des décors d'origine, mais qu'au contraire, l'enveloppe du palais a été conservée presque intégralement, sauf évidemment côté jardin. Vous voyez là le Luxembourg du XVIIe siècle, tel qu'il a été conçu par les architectes de Marie de Médicis. Salomon de Brosse, architecte du roi et auteur à Paris de la façade de l'église Saint-Gervais, fut à la fois le responsable du projet et l'entrepreneur qui en dirigea les travaux de 1615 à 1623. Cette année-là, alors que la moitié droite du palais était terminée, de Brosse fut accusé par Richelieu de malversation dans la gestion financière de l'entreprise.
La construction de la moitié gauche de la résidence fut donc confiée à un marin de la vallée qui la conduisit à son terme en 1629 en suivant le dessin de son prédécesseur. Entre-temps, les projets du jardin furent confiés en 1625 à Tommaso Francini, un ingénieur italien qui avait été appelé en France par Henri IV et qui avait entrepris l'aménagement des jardins de Saint-Germain-en-Laye. Enfin, en 1628, Jacques Lemercier, l'architecte de la chapelle de la Sorbonne et du Palais Royal, se vit confier le projet des annexes de la résidence, notamment les 2 ailes jouxtant les pavillons sur la rue de Vaugirard, que l'on voit sur le côté ici, et qui contenaient une volière et un corps de cuisine, et dans la basse-cour à l'est du palais, une salle de bal et une grande orangerie. Ces travaux furent interrompus en 1631 par l'exil de Marie de Médicis. La salle de bal ne fut jamais réalisée et le cycle des tableaux dédiés à la vie d'Henri IV, qu'elle avait commandé à Rubens en pendant au sien et qui devait occuper la galerie est du palais, resta incomplet. Pour en arriver aux éléments de nouveauté que le Luxembourg introduisit dans l'architecture de son temps et qui firent son succès, il faut faire un pas en arrière, revenir à 1611 et déplacer son regard au-delà des Alpes, du côté de Florence et de la maison grand-ducale où Marie de Médicis avait grandi, le palais Pitti. En octobre 1611, dans une lettre adressée à sa tante, la grande-duchesse de Toscane, et qui constitue le premier témoignage de la genèse du Luxembourg, Marie de Médicis demandait qu'on lui envoie des dessins du palais florentin pour, je cite, « pouvoir m'en servir dans la structure et décoration de ma maison à Paris, pour laquelle je veux me régler sur la forme et le modèle de Pitti. » Quelques semaines plus tard, la reine envoya à Florence un architecte du roi, Meteso, pour exécuter un relevé détaillé et une maquette du palais. Sa volonté de reproduire la résidence grand-ducale semble confirmée par le fait que pendant quelques années, les diplomates florentins à Paris se réfèrent au Luxembourg en tant que le Pitti parisien de la reine. Mais à partir de la requête de la reine, Salomon de Brosse créa un hybride extraordinaire qui combine les éléments de 2 traditions architecturales, l'italienne et la française, très différentes par la manière de composer, de construire et d'habiter. Cet édifice a la double identité, non seulement conquis ses contemporains, mais fut capable d'apparaître avec plus de succès que sa commanditaire, français aux Français et italien aux Italiens, revêtant tour à tour le caractère que l'observateur voulait y reconnaître. De Brosse s'inspira du Pitti pour les dessins des élévations du Luxembourg. Dans l'utilisation des bossages et des 3 ordres superposés, dans le dessin des travées et certains de leurs détails, comme aussi dans la sobriété du style qui, bien que moins sévère que celui du Pitti, s'éloigne de manière sensible de surabondance décorative qui avait caractérisé une grande partie de l'architecture française de la fin du XVIe siècle. L'architecte se servit donc du modèle suggéré par la reine pour introduire 2 éléments véritablement insolites dans le contexte français. En premier, l'utilisation du bossage non comme un élément du décor ponctuel, mais comme composante principale des élévations. Et en deuxième, le traitement continu des façades, c'est-à-dire une composition rythmée par des travées uniformes, se développant de manière continue sur les élévations. Par contre, pour la disposition du plan et des volumes, ce n'est pas du palais italien que de Brosse s'inspira, mais de la tradition du château français du XVIe siècle, tel qu'on la trouve déjà établi à Bury autour de 1511. Le corps de logis principal au fond de la cour, les ailes en retour contenant des galeries, les pavillons d'angle surélevés, l'aile basse qui fait écran sur la rue, et les éléments clés de la composition et de la distribution alignés sur le même axe, le pavillon d'entrée, l'avant-corps du corps de logis principal, le grand escalier
et les passages jardins. Mais au contraire de ce qu'on pourrait penser à première vue et de ce qu'on a dit en fait dans la littérature assez souvent, le Luxembourg n'est pas un château français habillé à l'italienne. En puisant dans ces deux traditions, Desbrosses apporta en effet des changements radicaux à l'une et à l'autre. En premier lieu, l'interprétation que Desbrosses offre des façades uniformes à l'italienne va bien au-delà des limites du modèle d'origine. Alors qu'en Italie, ces traitements se limitent aux élévations sur cour, au Luxembourg, la travée modulaire, que vous voyez ici à droite, composée d'une baie avec un pilastre de chaque côté, s'applique à toutes les élévations de l'édifice. La façade sur jardin, celle donnant sur la rue de Vaugirard, comme les façades latérales, solution qui, à cette échelle, reste sans précédent en Italie. Or, concevoir une travée qui puisse être répétée sur toutes les élévations, tout en respectant les proportions des ordres classiques, est une opération complexe, puisqu'il faudrait que la largeur de chaque élévation soit un multiple exact de la largeur de la travée elle-même. Le Luxembourg, dont le plan, on le verra, a été lui aussi conçu à partir d'une grille modulaire, s'approche autant que possible de cet idéal, mais ne l'atteint pas. C'est pour contourner ce problème que Desbrosses utilisa les pilastres jumelés. Et c'est une solution qui revient au XVIIe, au XVIIIe siècle, souvent dans l'architecture française, pour, je crois, exactement les mêmes raisons. Par les truchements des modifications mineures de l'intraxe de pilastres, dont vous voyez ici quelques exemples, cette solution permet de dissocier la largeur de la travée modulaire de celle des élévations auxquelles elle est appliquée, ce qui permet à Desbrosses de plaquer un revêtement apparemment uniforme sur tout le palais sans que l'artifice soit perceptible à l'œil de l'observateur. Donc à chaque fois que vous vous promenez dans Paris et que vous voyez des ordres jumelés comme ça avec des pilastres, des colonnes à deux, regardez un peu si la distance, si les entraxes en fait de ces pilastres et ces colonnes sont toujours pareils et vous remarquerez qu'ils le sont presque jamais. En ce qui concerne l'utilisation du bossage aussi, Desbrosses modifia son modèle. Pour un critique sévère du début du XIXe siècle, Quatremer de Cancy, je cite, « L'emploi du bossage ne fut dans le palais du Luxembourg qu'une imitation incomplète et affaiblie des modèles florentins. L'architecte français, en arrondissant partout ces bossages, a émoussé, si l'on peut dire, l'âpreté de leur effet, et son style a cessé d'être fort. » C'est exact. Aux pierres à peine ébauchées des Pitis s'opposent au Luxembourg des tables aux contours précis, aux surfaces rugueuses des surfaces polies, au contraste fort de volumes soumis à la lumière toscane, en jeu de relief atténué dessinant sous la lumière du nord des fines lignes d'ombre. Ce qui était illusion tectonique à Pitis s'efface au Luxembourg pour devenir un motif ornemental continu qui s'étend tel une peau sur les façades. Mais la faiblesse du style que Quatremer lit comme un défaut est précisément l'élément qui permit à Desbrosses de décliner le thème peu prisé en France de la façade rustique italienne. Sa solution lui assura un succès inespéré. Alors qu'au XVIe siècle, le bossage n'avait trouvé un terrain favorable que dans des usages limités inspirés par les portes de Serlio et de Vignolles, la formule du Luxembourg fut incessamment reprise au XVIIe siècle. Ainsi, c'est précisément en trahissant le modèle originel que Desbrosses réussit à le traduire, c'est-à-dire à lui donner une nouvelle signification dans un environnement culturel différent. Du côté français, par rapport à la tradition du château, c'était la symétrie et la parfaite régularité du plan du Luxembourg qui étaient sans précédent. La régularité du plan trouve son origine dans une approche modulaire à la composition. Celui-ci se développe du particulier au général à partir d'un module de base,
la chambre de la reine, que vous voyez ici à droite, et qui commande non seulement les dimensions et les proportions de chaque pavillon, mais aussi la relation spatiale entre les pavillons contigus et entre ces derniers et le corps de logis. Dans chaque pavillon, le carré de la chambre définit la largeur de la pièce suivante, un cabinet dont les côtés ont un rapport 2:3 et détermine la mesure des 2 pièces successives, une chapelle privée et la garde-robe de la reine. Les noyaux ainsi définis est précédé d'une antichambre de formes et dimensions identiques à celles de la chambre et qui se trouve à l'extrémité du corps de logis, intercalé entre la paire des pavillons. Le côté de l'antichambre équivaut à la largeur de la salle qui la précède et qui est environ 2 fois plus longue. Desbrosses parvient ainsi non seulement à produire un plan sans chameau, comme disent les architectes, c'est-à-dire sans ouverture biaise, sans mur de réfant aboutissant sur les fenêtres ou fausses fenêtres qu'on trouve dans tous les châteaux du XVIe siècle, mais aussi à associer la régularité des façades à la rigueur du plan. En ce qui concerne la distribution intérieure aussi, l'appartement de Marie de Médicis au Luxembourg, que l'on voit ici à droite dans son intégralité, était une nouveauté absolue par rapport à la tradition française et royale, grâce au grand nombre de pièces et à leur agencement. Au XVIe siècle, les logis royaux français étaient organisés d'habitude entre 2 pôles, un pôle public près de l'entrée et un pôle privé derrière la chambre du souverain. Bien évidemment, ni le terme de public ni celui de privé sont à entendre ici dans leur sens moderne. Dans ce contexte historique, publics sont les espaces dont l'accès était réglé par les cérémoniales de la cour, c'est-à-dire les pièces que les membres de la cour pouvaient accéder librement suivant leur rang, telles que la salle, l'antichambre et la chambre du roi ou de la reine. Privées étaient au contraire les pièces dont l'accessibilité n'était pas réglée par les cérémoniales, mais directement par le souverain. C'est-à-dire que personne, n'importe le rang à la cour, pouvait y rentrer sans l'invitation expresse du maître de lieu. Par exemple, l'appartement d'Henri II à Saint-Léger, que vous voyez ici à gauche, était composé de 7 pièces. Une salle, une antichambre et une chambre, toutes publiques, suivies par 4 pièces privées, un cabinet, une garde-robe, une galerie et une chapelle. La caractéristique et l'avantage de ce type de distribution, c'était d'offrir à la cour une carte très facile à lire de la hiérarchie sociale. Ceux qui pouvaient accéder à l'antichambre du roi ou de la reine étaient carrément distingués de ceux qui pouvaient librement rentrer dans la chambre, aussi bien que de ceux qui devaient s'arrêter dans la salle. Et, d'autre part, d'offrir au souverain la possibilité de s'isoler de la cour dans ses pièces privées, comme de gagner la sortie sans se faire remarquer, en utilisant des escaliers privés d'habitude situés auprès de pièces privées, comme dans ce cas. Les développements du cérémonial au cours du XVIe siècle amenèrent à l'agrandissement des appartements royaux, mais ne changea pas les principes distributifs que je viens de décrire. L'appartement de Henri III à Fontainebleau, par exemple, que vous voyez ici à gauche, était encore organisé en enfilade entre un pôle public constitué de salles, antichambre, deuxième salle et chambre du roi, et un pôle privé qui comprenait un ou peut-être 2 cabinets et la galerie du roi. Et bien que Henri III a été connu pour aimer mettre de la distance entre soi-même et ses sujets, son appartement à Fontainebleau ne comptait que 7 pièces, alors que celui de Marie de Médicis au Luxembourg en compte le double. Les historiens ont essayé d'expliquer la dilatation spatiale de l'appartement de la reine au Luxembourg par le modèle du Versailles de Louis XIV, qui suit de plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'ils ont cru y pouvoir identifier un appartement de parade, qui serait celui-là,
qui aurait incorporé la galerie des Rubens et une chambre de parade, et un appartement privé donnant sur le jardin avec la chambre privée de la reine. Or, cette hypothèse n'est pas du tout confirmée par la documentation, chronique des cours, correspondance diplomatique et contrat de construction, qui décrit au contraire une situation très très différente. Tout d'abord, les sources indiquent qu'il n'y avait pas de double logis au Luxembourg, mais un seul très grand appartement composé de 4 pièces publiques, salle, antichambre, chambre de la reine et un cabinet appelé grand cabinet où se tenait le conseil, suivi par une série de pièces privées, une garde-robe, une chapelle, plusieurs cabinets et la galerie des Rubens. Cette disposition nous offre 2 indications importantes. En premier, que Marie de Médicis, en proposant une distribution inédite des pièces de l'appartement royal, modifiait en fait le cérémonial de la cour, c'est-à-dire la façon dont la cour même s'organisait dans l'espace autour du souverain, sans modifier les textes officiels. Ce qui était un choix malin, surtout si l'on considère qu'à l'époque où Henri III, en 1585, avait essayé de changer le texte du cérémonial, il avait échoué parce que la Cour s'était juste refusée d'obéir aux nouvelles dispositions. Deuxièmement, ce que cette disposition nous dit, c'est que, au contraire de ce que les historiens de l'art ont cru pendant longtemps, la galerie des Rubens n'était pas l'antichambre à l'appartement de la reine, mais l'une des pièces les plus privées de sa suite, et que donc les tableaux de la série de la vie de Marie de Médicis n'étaient pas accessibles aux membres de la cour au sens large, mais bien au contraire, ils étaient réservés à un public sélectionné par la reine elle-même. Ce qui, évidemment, a des conséquences importantes sur l'histoire de la réception de ces images. Enfin, la symétrie du plan du Luxembourg était, elle aussi, exceptionnelle. Bien que la symétrie comme principe régulateur du plan ait conquis les esprits des théoriciens de l'architecture de la Renaissance, qui la recommandaient à toute occasion, dans la réalité construite, ni les plans des châteaux français, ni ceux des palais italiens du XVIe siècle n'étaient parfaitement symétriques. Ceci pour une raison très simple. Les plans de ces demeures reflétaient l'organisation sociale de leurs occupants, et celle-ci avait à son sommet le maître ou la maîtresse des lieux. Son appartement était donc distinct des autres par sa taille, son emplacement, son accessibilité, etc. Ce qui empêchait, dans la pratique, de réaliser les plans symétriques dont rêvaient les théoriciens. Les exceptions à cette règle trouvent leur origine soit dans la situation de la résidence. Les villas italiennes, par exemple, situées hors de ville, ont souvent des plans symétriques, soit dans la condition du maître des lieux. Le palais Strozzi à Florence, par exemple, ou les palais Chiericati de Palladio à Vicence, ont des plans symétriques parce qu'ils étaient partagés entre des frères. Ils hébergeaient donc non pas une, mais 2 maisons. Au Luxembourg aussi, c'était bien la condition exceptionnelle des dédicataires du palais qui permit à Desbrosses de réaliser une résidence avec 2 appartements en tout point identiques. Le palais était en effet dédié au couple royal composé de Marie de Médicis et de son époux, Henri IV. Les 2 galeries devaient abriter les cycles de tableaux commandés à Rubens qui illustraient en parallèle les hauts faits de l'une et de l'autre. Des sculptures qui ont depuis disparu représentaient le roi sur les façades de son appartement, toujours en parallèle avec celle qui figurait la reine sur le côté opposé. La porte d'entrée, ici à gauche, portait les chiffres entrelacés d'Henri et de Marie, et des carreaux de maïeulique à la devise d'Henri IV, dont celui que vous voyez ici à droite, avaient été commandés par la reine à Florence. Mais on le sait, Henri IV était mort avant que ne soit conçu le palais.
Le Luxembourg était donc un édifice consacré non pas à un couple royal, mais à la mémoire de ce couple, un monument au sens premier du terme. Ce statut de palais mémorial permettait d'éluder la règle selon laquelle l'espace du roi était jusqu'à présent presque toujours privilégié, et il permettait donc à l'architecte d'organiser un parti parfaitement symétrique dans son plan comme dans son décor. Cette symétrie, qui suggérait une forme d'équivalence entre le roi et la reine par l'équivalence des espaces qui leur étaient dédiés, participait de l'effort de Marie de Médicis de promouvoir au Luxembourg comme ailleurs une image hautement idéalisée de son union avec Henri IV. Une idée qui avait d'ailleurs été lancée par Henri IV au Châteauneuf de Saint-Germain et qui, on va le voir maintenant, est reprise par la reine dans le but principal de légitimer sa position dans le gouvernement. L'histoire du Luxembourg et celle de la carrière politique de Marie de Médicis sont indissolublement liées, par la chronologie comme aussi par la fonction que le palais a eue dans la définition de l'image que l'on qualifierait aujourd'hui de publique de la reine. Le projet, on l'a dit, fut conçu en 1611, c'est-à-dire un an après l'assassinat d'Henri IV, pendant la minorité de Louis XIII et la régence de Marie de Médicis. Le chantier fut lancé en 1615, quelques mois après la nomination de Marie comme chef du Conseil, nomination faite par Louis XIII au moment de sa majorité et qui, de fait, prolongeait le gouvernement de la reine bien au-delà des limites traditionnelles de la régence. La décoration des intérieurs du palais commençant en 1621, au retour de l'exil blésois, où Marie avait été reléguée après l'assassinat de Concini en 1617 et la prise effective du pouvoir par Louis XIII. Le célèbre cycle de la Galerie de la Reine fut commandé à Rubens en 1622, à l'époque où Marie de Médicis avait été réadmise au Conseil et faisait partie, avec le roi et Richelieu, de ce qui a été appelé de manière significative les triumvirats au pouvoir. Pour ces raisons, le palais a été considéré comme le reflet de la gloire de la reine, c'est-à-dire, selon les termes de Fanny Causandet, le témoignage de la splendeur d'une épouse et d'une mère de roi, associant à la dignité royale le gouvernement d'un des plus puissants royaumes d'Europe. Splendeur dont Rubens donna une représentation flamboyante dans le tableau que l'on voit ici. Mais dans le cas de Marie de Médicis, ni la gloire ni son reflet n'avaient des contours aussi définis qu'on a voulu le croire. Le gouvernement de la reine, pendant et après la régence, fut vivement contesté par certains, y compris avec les armes, et même quand elle tenait les rênes du pouvoir, elle fut constamment au centre de toutes sortes de critiques et d'attaques. Marie se mêlait de tout. Elle abusait du roi et de son pouvoir. Elle dépensait trop d'argent. Elle achetait trop de diamants. Elle était bigote. Elle parlait mal le français. C'était une grosse banquière issue d'une famille marchande d'empoisonneurs renommés qui aurait ruiné le roi et la France. Au-delà des illusions de la peinture, il faut donc garder à l'esprit que ce fut dans le contexte de telles attaques et d'une légitimité toujours précaire que le Luxembourg fut conçu. L'origine de ces attaques découlait non pas de la réalité du gouvernement de Marie de Médicis, qui, comme l'a montré Jean-François Dubos, a été plutôt un temps de prospérité, mais de la nature même de la régence. Dans la France de l'Ancien Régime, les femmes n'étaient pas censées gouverner, puisque la loi salique réservait l'accès au trône au seul héritier mâle de la dynastie. Mais l'un des effets indirects de la loi salique fut de remettre quasi automatiquement le pouvoir entre les mains d'une femme en cas de minorité du roi, avant Marie Catherine de Médicis et après elle, Anne d'Autriche. Cette apparente contradiction s'explique facilement.
Ne pouvant pas accéder au trône elles-mêmes, les femmes n'avaient pas de moyens d'usurper la couronne. Elles ne pouvaient qu'en assurer la transmission. Les autres candidats potentiels à la régence, les membres masculins de la famille royale et les princes du sang, n'offraient pas les mêmes garanties. En limitant l'influence de ceux-ci, la régence féminine était tout à la fois la solution à un contexte de fragilité politique et l'origine des contestations qui l'accompagnaient inévitablement. Or, dans le cas spécifique de Marie de Médicis, qui participa au gouvernement du royaume au-delà de la régence, la contestation atteignit des niveaux extraordinaires. Les répliques de la reine furent variées. Elle acheta la loyauté de certains, elle fit la guerre à d'autres, et construisit ce qu'on appellerait aujourd'hui une puissante machine de propagande afin de promouvoir sa politique et la légitimité de son pouvoir. Les arts furent le moteur de cette machine, et le Luxembourg devint le théâtre où les illusions qu'elle rendait possibles se matérialisaient. Au Luxembourg, la reine célébrait ses origines par les références à l'architecture du palais Pitti, comme par le memento politique qui était le cycle des 10 tableaux dits des mariages Médicis. Loin d'être une galerie de portraits de famille, comme pourrait le laisser croire son titre, ce cycle illustre une série d'entreprises militaires et diplomatiques soulignant les liens entre la couronne française et la maison florentine, où les mariages prennent place en tant qu'instrument traditionnel de l'alliance politique. La finalité du cycle est ouvertement exprimée par Marie de Médicis au moment de la commande. Je cite « Parmi les actions de la sérénissime maison à représenter dans les tableaux surmentionnés, serait le plus agréable à Sa Majesté celle qui pourrait faire voir et rappeler aux Français que la France n'est pas sans obligation vis-à-vis de la sérénissime maison de Sa Majesté. » De même, le cycle de Rubens célébrait la régence et ses succès. Ses entreprises militaires, par exemple, ici à gauche, comme ses victoires diplomatiques, dont, ici à droite, l'alliance avec l'Espagne par le double mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche et d'Élisabeth de France avec Philippe IV. De plus, par les références à l'architecture française et royale et par l'omniprésence de la figure d'Henri IV, le palais était aussi une évocation permanente de la dignité royale de Marie et de l'origine de son autorité. Mais l'illusion allait plus loin que ça. La biographie peinte par Rubens s'est projetée dans le futur et figurait dans le dernier tableau, ici à gauche, la fin des luttes de pouvoir, jamais atteintes dans la réalité, où la reine et son fils étaient représentés assis l'une en face de l'autre, partageant les symboles du pouvoir, les deux têtes d'un État enfin pacifié. Le tableau suggérait ainsi que la participation de la reine au gouvernement était la solution aux tensions politiques et non pas son origine. Le passé aussi était manipulé au Luxembourg, comme ailleurs, au service de la reine et de ses ambitions. L'union avec Henri IV, surtout, était constamment représentée telle que vous la voyez ici à droite, l'alliance idéale entre pairs dans le contexte d'un âge d'or mythique. De plus, une alliance dans laquelle les idéaux politiques et l'accès au pouvoir étaient largement partagés, comme le suggèrent les deux images ici. À gauche, une médaille datant de 1603, mais reproduite à plusieurs reprises après la mort du roi et pendant la régence de sa veuve, qui porte le double profil du roi et de la reine. Il s'agit d'un objet insolite, puisqu'en principe, les médailles célébrant l'autorité royale ne portent, à l'époque moderne, que l'effigie du roi. Or, des images comme celle-ci renforçaient les arguments d'une régente qui prétendait que son pouvoir était l'expression de la volonté du roi plutôt que l'objet de sa propre ambition. Au revers de cette médaille figurent le roi et la reine,
échangeant les symboles du pouvoir au-dessus de la tête du dauphin, dans une composition presque identique à celle du tableau de Rubens que l'on voit ici à droite. De nouveau, c'est le même thème qui nous est présenté. La régence n'est pas le choix de la veuve et elle n'exprime pas sa soif de pouvoir. Elle est l'acceptation par l'épouse de la volonté du mari. Peuplé par une telle imagerie et avec son plan symétrique et ambigu, le Luxembourg n'était pas que le simple reflet d'une gloire acquise. Il était l'un des instruments actifs de la construction de cette gloire. Autrement dit, il était conçu pour contribuer à l'acquisition du statut qu'il était censé refléter. Examinons maintenant, pour terminer, le rôle joué par le Luxembourg dans l'urbanisme parisien. Quand on pense à l'histoire de Paris au XVIIe siècle, on pense surtout à Henri IV et à Louis XIV. On pense à la place des Vosges, à la place des Victoires, à la place Vendôme, au quartier du Louvre, au Palais Royal, et donc on pense surtout à la rive droite. Mais l'un des phénomènes urbains les plus importants de l'époque fut l'expansion de la rive gauche, comme on le voit bien si l'on compare les deux plans de la ville que l'on voit ici. Celui de gauche datant de 1572, celui des droites de 1676. Au XVIe siècle, Paris était divisé en 3 unités distinctes. La ville, sur la rive droite, où se trouvaient le Louvre, l'Hôtel de Ville et d'autres centres de la vie administrative et économique. La cité, sur l'île du même nom, avec Notre-Dame et le Palais, siège du Parlement, et l'université sur la rive gauche, où, avec la Sorbonne, se trouvaient plusieurs importantes institutions religieuses, les Grands Augustins, les Cordeliers, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, etc. La population et ses commerces se concentraient au nord de la Seine. Non seulement la rive droite était plus grande, avec ses 13 quartiers, que la rive gauche, qui n'en comptait que 2, mais elle était aussi plus densément habitée et plus riche. La Seine séparait donc 2 villes, l'une dynamique et densément peuplée au nord, l'autre clairsemée et un peu champêtre au sud. La Seine elle-même participait à cette séparation en fonctionnant comme une frontière qu'on ne traversait qu'en peu d'endroits. En 1572, il n'y avait que 5 ponts à Paris et ils étaient tous sur l'île de la Cité. Si l'on ne prend en considération que les travaux urbains promus par Henri IV, que l'on voit ici, on a l'impression que la situation ne changea pas beaucoup au début du XVIIe siècle. La plupart des projets du roi se concentraient sur la rive droite et autour de l'axe royal, l'axe formé par les rues Saint-Honoré et Saint-Antoine qui, au siècle précédent, était le cœur de l'activité du bâtiment et de l'économie immobilière parisienne, et que vous voyez en blanc. Vous voyez peut-être pas trop. Par contre, si l'on ajoute les travaux promus par les autres membres de la famille royale, Marguerite de Navarre, Marie de Médicis et Louis XIII, des figures toujours considérées mineures dans l'histoire urbaine, on s'aperçoit que l'épicentre de la construction dans la capitale se déplace à cette époque de l'axe royal à la Seine. Pendant les premières décennies du siècle, plus d'une douzaine de grands projets y furent lancés. L'ouverture du cours La Reine, la fondation de l'hôtel de la reine Marguerite et les lotissements qui prirent sa place dans les années 1620, la construction de la grande galerie du Louvre, de la place Dauphine, l'ouverture de la rue Dauphine, l'établissement du Luxembourg, les lotissements de l'île Saint-Louis et la construction des 6 nouveaux ponts. Ces projets transformèrent radicalement la Seine, ses rives et la ville elle-même. Grâce aux nouveaux ponts, les quartiers de la rive gauche, jusque-là perçus comme loin des centres du pouvoir, devirent enfin accessibles et même désirables. Et ce fut bien la rive gauche qui absorba la plupart de l'expansion démographique qui, au cours du XVIIe siècle, fit de Paris la plus grande capitale de l'Europe.
Paris sortit de ses limites moyenâgeuses et elle se transforma d'une ville à côté de la Seine en une ville sur la Seine. Or, le Luxembourg joua un rôle essentiel dans ces transformations. D'abord parce que, en tant que résidence royale, il attirait tout naturellement les mouvements de personnes, services et commerces qui suivaient toute grande demeure. De plus, Marie de Médicis avait conçu des environs de son palais comme un quartier de pouvoir. Elle aida les couples Concini-Galigai à s'installer dans la rue de Tournon. Elle donna le petit Luxembourg au cardinal de Richelieu et elle fit don de l'hôtel de Gondi sur la rue de Vaugirard au prince de Condé, le puissant ennemi qu'elle essayait de peser avec toutes sortes de cadeaux et que, évidemment, elle préférait pouvoir surveiller. Et encore, en établissant sa résidence au sud des autres interventions, la reine poussa le développement de l'axe formé par la rue de Tournon et les rues de Seine et Dauphine, qui devint porteur de l'expansion du quartier Saint-Germain. Dans les dessins de la reine, que l'on connaît grâce à 2 propositions du milieu des années 1620 faites par Nicolas Carrel et Jacques Potier, entrepreneurs des lotissements de la rue Dauphine et de l'hôtel de la reine Marguerite, cet axe devait être relié au Louvre par un nouveau pont, nommé Pont Louis ou Pont Royal, et il devait comprendre une nouvelle place nommée Place de la Reine, est décrite dans les documents comme un rectangle de 90 mètres sur 70, entouré de bâtiments de pareille symétrie, c'est-à-dire d'édifices aux élévations homogènes, suivant les modèles des places Dauphine et des Vosges. Enfin, peut-être pas, oui. Enfin, le Luxembourg fut aussi le moteur d'un autre projet urbain à la grande échelle, qui, lui, fut mené à terme et fut la plus importante intervention sur la rive gauche à cette époque. Pour approvisionner la résidence et ses jardins, Marie de Médicis finança la restauration de l'aqueduc d'Arcueil, un ancien aqueduc romain abandonné, jadis alimenté par les sources des Rangis, et la construction du premier réseau hydraulique au sud de la Seine, que vous voyez ici. Avec le Luxembourg, ce réseau fournissait en eau plusieurs établissements religieux, de nombreuses maisons nouvellement bâties et 24 fontaines publiques qui furent construites entre les années 1620 et les années 1640. Quand on pense à l'histoire urbaine, on pense souvent aux places monumentales et très rarement à l'eau. Mais les réseaux hydrauliques étaient, comme ils le sont toujours, l'élément essentiel du succès de tout développement urbain de taille. Surtout à des époques où l'eau, depuis, tuait beaucoup de gens, comme elle le fait d'ailleurs aujourd'hui encore dans plusieurs régions du monde. Invisibles, ces réseaux attiraient l'établissement des grandes maisons, dont la consommation était importante, et permettaient de soutenir la croissance rapide des nouveaux quartiers. Comme l'avait bien compris Marie de Médicis, c'est l'eau qui transforme les rêves et les beaux dessins en plans urbains et qui donc fait la ville. Merci.